Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Mansour Kamardine, notre député pour attaquer cette année 2018, il est avec nous. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Ça nous semblait important de partager ces vœux 2018 avec vous et avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs, nos internautes. Plus de 160 000 personnes, tous ces médias confondus, sont avec nous tous les matins et présenter les vœux aussi à notre parlementaire. Mais écoutez, merci de m'étendre la perche et de pouvoir effectivement vous adresser bien évidemment à vous tous, à toute l'équipe Kwezi, mais également à l'ensemble de la population de Mayotte. Mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de réussite dans vos différentes entreprises. Nous avons connu une année 2017 assez difficile. Oui. Espérons que ça ne restera plus qu'un souvenir, qu'un mauvais souvenir, et que les choses iront mieux en tout état de cause. Je peux le dire, nous sommes tous mobilisés pour faire en sorte qu'effectivement les choses en 2018 soient mieux, Mayotte vive mieux que 2017. Fin 2017, 28 décembre 2017, on a perdu un homme politique qui a compté dans l'histoire de Mayotte, Jean-François Ory. Forcément, vous le connaissez bien, cet homme. Je connaissais bien Jean-François Ory, tout comme je connaissais bien Henri Jean-Baptiste. Oui, on va en parler. Puisque, effectivement, nous avons ce malheur de perdre deux de nos anciens parlementaires. D'abord, Jean-François Ory, enfin, je veux leur rendre hommage aux deux. À commencer par Jean-François Ory, il avait cette expression fort sympathique. Il disait: Mansour Kamardine est mon meilleur ennemi politique. Et il y avait dans ça une affection assez particulière. C'était un homme de gauche. Hein, c'était un homme de gauche, je reviens. Ouais. C'était assez sympathique. Et pour couronner le tout, je l'appelle, je crois nous sommes le 23 décembre, ou le 19 décembre, très précisément. Là, cette année, enfin en 2017. De 2017. Ouais. Je suis à Paris, je dois prendre l'avion le soir, et je l'appelle. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu de ses nouvelles, je savais qu'il était souffrant. Donc je l'appelle, et comme je savais aussi qu'il était très philatéliste, et la Poste vient de diffuser un livre timbre, donc je voulais le lui envoyer au titre de cadeau de l'année. Ouais. Et donc je l'appelle pour avoir son adresse postale. Et je l'entends fatigué et tout. Et je lui dis, bon, bah, écoute, je te souhaite les meilleurs pour l'année qui vient. Je te sens fatigué, je pars ce soir, mais en début d'année, je reviens et je viendrai passer une journée avec toi. Il se trouve que lui aussi, de l'autre côté, il avait publié un livre, Petites histoires de Mayotte, je ne sais plus quel est le titre très précisément, et qu'il venait de me le dédicacer. Donc, quelques jours après mon appel, il a dédicacé le bouquin. Il n'aura pas le temps de me le remettre, il n'aura pas le temps de recevoir mon livre timbre, et il est parti. Et donc, 4 jours plus tard. Ouais. Donc, vous n'êtes pas fait de cadeaux avec lui, hein, sur le plan politique. Non, hein. mais sur le ça plan... a été un combat acharné, quand même. Mais c'est normal. Ouais. Nous sommes dans le combat des idées, pas dans le combat des personnes. Bien sûr. Jean-François Ory est quelqu'un qui a aimé ce pays, il l'a servi dans des conditions difficiles. Et lui, en 1981, il n'était pas mon candidat, j'avais mon candidat. Forcément. Et je l'ai combattu, mais encore une fois sur le plan des idées. Et il est un homme de gauche qui vient ici avec cette idée. Il est arrivé ici en début des années 77 avec cette idée. On lui donne comme mission de préparer le largage de Mayotte. Et on lui dit, dans 6 mois, de toute façon, vous reviendrez puisqu'on va larguer Mayotte. Et qui est arrivé ici, je dirais, que je le mets entre guillemets, qu'il trahira la mission qui lui a été confiée par l'État, puisque très rapidement, il a compris que ce qui se jouait ici était plus profond que ce qu'on lui demandait. Et il a décidé donc d'adhérer à la cause mahoraise. Voilà un homme de gauche, alors que la gauche, dans son ensemble, dans les promesses, dans les 110 propositions de François Mitterrand, Mayotte doit retourner aux Comores, et qui réussit, là, ce tour
passe à retourner la situation et à demander à ce que... voilà. Comment il était dans la vie, monsieur Kamad? Comment il était? Nous, on a pu le rencontrer, manger une fois ou deux. En tout cas, je dirais que c'était déjà un homme très cultivé. Oui, oui. Très cultivé, un homme qui avait de la mémoire, quand il avait les sujets... C'était un vrai homme politique. C'était un homme politique, c'était une bête, un animal politique. Et la preuve, c'est qu'il avait réussi à se faire élire, bien évidemment avec le soutien de Marcel Henry et de Bamana en 1981. Je me souviens en 1986, alors que la gauche va perdre l'Assemblée, donc Marcel Henry décide de soutenir Henri Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, il vient, il dit à Georges Lemoine, ex-ministre de l'Outre-mer de l'époque, qui vient le voir, qui lui demande de continuer le combat et qui lui dit non, personne n'attendra de moi, parce que je crée une division. J'ai la naïveté de croire que c'est dans l'unité que nous construirons Mayotte dans la France, ainsi de suite. Et il a accepté finalement de renoncer à son mandat, comme Bamana l'avait fait plus tôt. Et puis, comme j'ai parlé de Jean-Baptiste à l'instant, je dirais que Jean-Baptiste était également le même topo. Jean-Baptiste est venu ici en 1986 pour prendre la suite de Jean-François Horry. Et il a fait aussi, dans les conditions qui étaient les conditions du moment, un travail pour assurer le maintien de Mayotte dans la France. Je voudrais, au nom des Mahoraises et des Mahorais, aux deux, à leur famille surtout. C'était pas un homme de gauche, hein, c'était centre-droit. C'était un centriste qui était du côté d'Alain Poher, et semble-t-il, ce serait Alain Poher qui aurait conseillé Marcel Henry de le prendre, puisqu'à ce moment-là, Marcel Henry, quand il a vu qu'il ne pouvait plus continuer avec Jean-François Horry, non pas que celui-ci n'avait pas assuré sa mission, mais que parce que la gauche allait perdre les élections, il a pris, et parce que Marcel Henry avait cette philosophie qui valait ce qu'il valait, mais qui était certainement plus assez pertinent, qui disait toujours du côté du pouvoir. Comme Mayotte était petite, donc Marcel Henry choisissait les députés qui avaient en quelque sorte les couleurs de la majorité politique qui arrivait à l'Assemblée, et c'est ce qui avait justifié qu'il... voilà. Les plus jeunes se posent la question, Mansour Kamardine, pourquoi à cette époque, on a choisi des Antillais, un Martiniquais, pour devenir homme politique à Mayotte? On aura aussi la même chose, pourquoi on a choisi un métropolitain, puisque Jean-François Horry aussi est un métropolitain. Non, je crois que, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que c'était une erreur. Moi, sinon, je ne les aurais pas combattus. Je considérais que c'était une erreur. Je considérais que c'était une insulte qu'on faisait à la population mahoraise et à la démocratie française. Là, on est en quelle année à peu près? Nous sommes à partir des années 80. 80, c'est 81, c'est Jean-François Horry. 86, c'est Henri Jean-Baptiste. Parce que j'ai toujours considéré que la démocratie française était suffisamment mûre pour accepter qu'il y ait quelqu'un, non point qui soit toujours du côté du pouvoir, mais qui porte des valeurs républicaines et qui sache défendre l'intérêt supérieur de Mayotte, qui était de demeurer française. Mais on était prêts à cette époque, politiquement, à Mayotte? En tout cas, nous, on était prêts, mais bon, nous, on était dans l'opposition. Donc, on peut le comprendre. La majorité considérait que le moment n'était pas venu, alors que, en fait, auparavant, il y avait quand même Bamana, qui avait lui aussi fait un travail colossal. Mais il y avait cette idée, d'abord, que c'est la départementalisation qui nous permettra de nous ancrer définitivement dans la France, ce à quoi j'adhère complètement et j'y crois encore aujourd'hui. Deuxièmement, ils considéraient que si la Réunion avait réussi, c'est parce qu'ils avaient fait venir Michel Debré, qui était le père de la départementalisation, donc il fallait quelque chose de grand calibre. On a fait avec Jean-François Horry parce que, à l'époque, Marcel avait considéré que Jean-François Horry était proche du fils Mitterrand, donc il pouvait avoir les entrées faciles à l'Élysée pour essayer d'infléchir les positions, ce qui n'était pas totalement faux, puisque Jean-François Horry était un adepte de Mitterrand et ils se sont vus plusieurs fois. Il avait noué une amitié personnelle avec François Mitterrand et ainsi de suite. Et puis, toujours dans cette idée d'avoir quelqu'un de grand qui pourrait influer sur le sort, notamment sur le développement économique. Le fameux lobbying nécessaire. Voilà, donc ils ont pris Henri Jean-Baptiste, un arc de surcroît, major de l'ENA, promotion Chirac, ainsi de suite, qui a été le conseiller de Giscard à l'Élysée un temps, qui a été le conseiller de Senghor en Afrique, qui était c'était une grosse pointure. Voilà. Et donc, c'est dans... Voilà
l'idée qui prévalait à l'époque et qui a justifié le choix de ces personnalités-là. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Mansour. Oui, le député Henri Jean-Baptiste a été député de 86 à 2002. Vous lui succédez en 2002. Et il a été le père de ce qu'on appelle la collectivité départementale. Vous êtes le père de la départementalisation. L'un des pères, en tout cas, vous avez défendu ça. Quand vous reprenez le mandat, comment est-ce que vous voyez les choses et comment est-ce que vous appréhendez ce statut de collectivité départementale ? J'ai contribué à l'élaboration du statut de collectivité départementale qui était pour moi une transition. Il faut revenir en 1996. Alain Juppé est nommé Premier ministre par le président de la République en 1995. Chirac est élu président de la République. Alain Juppé, Premier ministre. Et le député demande au gouvernement à ce que soit mis en place un comité de réflexion pour l'avenir institutionnel de Mayotte. Il y a deux comités, un comité local et un comité national qui sont mis en place. Ensuite vient derrière Lionel Jospin, qui lui, clairement, il dit « Moi, je ne veux pas aller dans le sens de la départementalisation ». Du reste, le rapport qui a été fait par la Commission nationale sur le devenir du statut de Mayotte proposait l'idée d'une étape qu'on ne pouvait pas tout de suite faire de Mayotte un département. Et donc, il y a des négociations qui se font, qui ont commencé ici à Mayotte, qui sont poursuivies à Paris. Et au final, on est arrivé à l'idée de collectivité départementale. C'est le fameux accord du 27 janvier 2000. Donc j'y ai pris toute ma part. Et notamment dans la part que j'ai prise au nom du RPR à l'époque, puisque j'étais le secrétaire départemental, et de la délégation qui m'accompagnait, dont le président Sobadine et d'autres, eh bien, nous avons fait infléchir la position du gouvernement, puisque nous avons imposé, je pèse bien mes mots, nous avons imposé la perspective de l'identité législative. Et c'est comme ça qu'on a dit une collectivité départementale, mais avec l'idée que au plus tard en 2010, il y aurait une consultation sur l'avenir statutaire, mais que d'ici là, on aurait déjà gagné un certain nombre de pans d'identité législative. Parce que moi, dans l'analyse juridique et constitutionnelle que je faisais, le département, c'est quoi? C'est une organisation administrative et c'est un régime législatif. En Outre-mer, il y a deux régimes législatifs, le régime d'adaptation et le régime de l'assimilation. Voilà. Et le régime de l'assimilation, c'est le régime départemental. Donc l'idée, c'était d'assimiler l'ensemble de l'arsenal juridique applicable à métropole pour que demain, on puisse juste mettre l'étiquette. Donc Mayotte était devenir un département avant le nom, et puis ensuite on basculait. Et quand je suis arrivé, effectivement, j'ai poursuivi dans cette lancée-là, et c'est la loi du 21 février, la loi Decium du 21 février 2007, qui opère définitivement le basculement de l'identité législative et le rapprochement de la consultation qui part de 2010 à 2008 et qui permet par la suite la consultation. On est très en retard, Mansour Kamardine. Il y a deux questions que je voudrais vous poser encore. Et on va finir avec Jean-François Aury et Henri Jean-Baptiste. Jean-François Aury était un homme de gauche, vous l'avez rappelé, proche de Mitterrand. Henri Jean-Baptiste, giscardien, puis chiracien, etc. Et pourtant, vous étiez humainement parlant plus proche de Jean-François Aury. Vous vous voyez plus souvent. Ça vous arrivait de déjeuner ensemble, peut-être un peu plus qu'avec Henri Jean-Baptiste, qui était plus dans votre couleur politique. Pourquoi? Non, c'est parce que la relation humaine fait beaucoup. Bien sûr. Il faut intégrer. La politique ne fait pas tout. Ici, c'est vrai, on a tendance à avoir la politique partout, à tout politiser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour les relations personnelles, il y a un temps... Et j'ai eu cette chance d'être le bâtonnier au Conseil de l'Ordre quand Jean-François Aury est revenu, qu'il voulait s'installer comme avocat, et c'est moi qui l'ai accueilli. Ça aussi, ça nous a rapprochés encore davantage. Ouais. Et puis j'ajouterais, il y a aussi un autre élément, c'est le temps. J'ai rencontré Jean-François Aury avant Henri Jean-Baptiste. Je vais vous faire une anecdote. Ça vous plaira. Ça vous plaira. J'étais jeune, encore au lycée. Il y a très longtemps. Ça commence bien. Il y a très longtemps. Au lycée, et sous l'influence de mon mentor Tadjidine Sharif, je décide de me présenter au concours administratif pour entrer dans la fonction publique. Et je fais les mathématiques, l'exercice
la composition des mathématiques. On avait des feuilles, donc on cachait les noms. Donc j'ai caché les noms, j'ai inscrit mon nom, je l'ai caché, et puis on a changé les copies avec mon voisin parce que moi je ne voulais pas être admis. Et je voulais continuer au lycée. Et on change les copies, j'effectue mes exercices sur la copie donc, du nom de mon voisin, et mon prof du lycée qui corrige, qui vient me dire bravo Mansour, tu as eu l'exercice, c'était assez compliqué, il m'a dit tu as eu 16. Et, donc c'était le collègue. C'était le collègue, le camarade qui avait 16. Et le camarade, lui, il a eu 5. En fait, moi, j'ai eu 5. Et il va dire à Jean-François, tu as vu, Mansour, c'était un excellent élève, il est bon en maths et tout. Mais comment il a 5? Non, c'est pas possible. Et mon prof va voir les copies, il dit non, ça c'est la copie de Mansour Kamardine, ça c'est pas sa copie. Et Jean-François ne m'a pas tenu lieu, il aurait pu me déférer pour être notamment sanctionné et me priver de concours pendant 5 ans, il ne l'a pas fait. Tout ça, ça rapproche. On sait comment on devient avocat maintenant quand même. Hein. Mansour, toujours plaider pour les autres. On va terminer par une question d'un auditeur. Je la lis, tout simplement. Vous allez y répondre si vous le souhaitez. Bonjour, question au député Kamardine. Je viens d'écouter l'intervention de Rafza et Balache sur les conditions de travail des agents du CHM. Une solution était trouvée il y a quelques années. C'était de faire payer 10 € la consultation et 300 € l'accouchement. Résultat, uniquement les vrais malades se rendaient au dispensaire. En plus, rien que pour les accouchements, 8 000 par an, c'est pas rien à l'époque. C'était moins que ça, il y avait 6 000. Voilà, c'est 2 400 000 qui rentraient dans les caisses du CHM. Les parlementaires doivent défendre ce dispositif. Est-ce que c'est défendable, ça? Je crois que c'est défendable. En fait, ce qu'il faut dire. Pourquoi on est arrivé là? On est arrivé là parce qu'effectivement, on a supprimé le dispositif. Mais j'ai écouté les syndicalistes tout à l'heure quand ils ont parlé. Il y a eu quelque chose de très grave qu'ils ont dit, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas précisé et que vous n'avez pas vu passer. Possible. Quand on vient avec 3 carnets, ça veut dire que c'est du trafic de médicaments. Parce que normalement, on vient avec son carnet, avec son attestation, pour demander les médicaments. Quand on ne vient pas et qu'on donne, et qu'une seule personne avec 3 carnets, ça veut dire du trafic de médicaments. Et je crois que c'est beaucoup plus grave. Et moi, je veux dire à la fois tous ceux qui sont derrière et qui soutiennent ces pratiques, que ce n'est pas un service qu'on fait aux patients. Pour revenir enfin à l'idée, le président de la République, Emmanuel Macron, quand il était en Guyane, il a dit qu'il continuera à soigner tous ceux qui sont dans le besoin. Très bien. Je crois que personne n'est opposé. En revanche, on ne peut pas soigner tous ceux qui viendront avec les dotations qui sont destinées aux morts et ceux qui cotisent. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, ce n'est pas le fait de soigner tout le monde. Il faut continuer à soigner tout le monde. Mais il faut se donner les moyens de soigner tout le monde. On ne se donne pas les moyens. Les Mahorais sont dans tout le monde. Et surtout qu'on ne les chasse pas de l'hôpital. Aujourd'hui, les Mahorais sont chassés, les Français, pour faire court, les Français sont chassés parce que ce sont eux qui sont des assurés sociaux, sont chassés de la préfecture, sont chassés de l'hôpital, sont chassés un peu partout dans l'éducation nationale. Le seul endroit où on les admet, c'est aux services fiscaux pour venir payer les impôts, pour financer justement la clandestinité. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est vrai qu'on conseille aux affiliés d'aller dans le libéral. Hein. Oui. En tout cas, merci beaucoup Mansour Kamardine d'avoir accepté notre invitation et moi qui vous remercie. D'avoir été le premier invité politique de ce temps de parole pour cette année 2018. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.